C'est l'histoire de familles d'enfants atteints de la maladie de San Filippo. Nous sommes allés à leur rencontre. Parents, enfants, frères et sœurs, médecins. Nous avons rencontré des familles heureuses, gaies. Nous avons rencontré la révolte aussi. Et ressenti cette urgence des familles conscientes du diagnostic posé sur leur enfant. Des enfants atteints, vous rencontrerez Laura, son frère Elouane, Daniel, Joséphine, Ornella, Aurélie. Ces familles nous ont accueillis dans la réalité de leur vie sans faire de manière, dans ce qu'elle a de plus simple et dans ce qui, après le diagnostic, est devenu leur priorité et leur combat, la vie de leur enfant malade. Ça peut sortir comment? Ah, le bouchon tout noir. Tout en haut. C'est dur. Donc Joséphine a 5 ans et demi, c'est notre premier enfant. On a eu le diagnostic de la maladie, elle avait 2 ans, le 21 février 2008. On avait signalé au pédiatre des troubles de la marche. Elle est d'ailleurs marquée, elle a une bosse qui restait sur le front. Elle tombait sans cesse, la tête en avant. Nous, on n'avait pas remarqué autre chose. On s'était bien rendu compte qu'elle ne parlait pas beaucoup, mais ça s'arrêtait là. Et la sœur de Damien, qui est puéricultrice, nous a réorienté vers le pédiatre, qui lui donc a voulu hospitaliser Joséphine une journée complète, le 14 février, pour faire une série d'examens. Il nous avait dit pour lever le doute sur un éventuel retard. Mais je pense qu'il savait ce qu'il cherchait, parce qu'une semaine après, il nous appelait en disant revenez, faut qu'on se voit. Et là, le 21 février 2008, il nous a annoncé qu'elle avait la maladie de San Filippo. Et à ce moment-là, on attendait Nathanaël. On a fait la biopsie du trophoblast à 13 semaines. Et à 14 semaines, le diagnostic tombe. Donc en fait, ils prélèvent un morceau de ce qui devient le placenta. Et ils analysent, comme ils ont nos mutations, évidemment, ils analysent et une semaine après, on a su qu'ils n'avaient rien. Mais il faut quand même attendre réellement 14 semaines de grossesse. C'est un peu long. Psychologiquement, c'est un peu long. On ne dirait pas un nom de maladie, San Filippo. Et qui la connaît? Elle a d'autres noms, des noms scientifiques. Mucopolysaccharidose, on la nomme aussi MPS 3, A, B, C et D. Tant de termes pour la décrire, et rien pour la guérir. C'est une maladie du cerveau, mais pas uniquement du cerveau, aussi des os, du foie, mais surtout du cerveau. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va au début ne pas se voir, et ne se verra souvent qu'à partir de 3 ans et demi, ça dépend un peu des enfants et de la gravité de leur maladie. C'est plutôt à la maternelle qu'on va commencer à tiquer, souvent en début de maternelle, parce qu'ils ne parlent pas assez bien, ou parce qu'ils ne sont pas au niveau des autres, ils n'arrivent pas à dessiner comme les autres. En général, les enfants ont marché au bon âge, ont souvent commencé à faire 2 mots ensemble, vous savez, papa parti, etc., au bon âge, et puis ça a commencé à décrocher un peu plus tard avec le rythme des progrès, tout ce qu'on attend d'un enfant petit, et puis aussi le rythme de l'échange avec autrui. Donc les 2 premiers signes les plus fréquents, c'est une gêne à l'école, parce qu'ils sont, comme on dit dans le public, hyperactifs, et parce qu'ils ne suivent plus à l'école. Puis plus tard, il y a une perte un peu de tout ce que faisait l'enfant, c'est-à-dire qu'il va arriver vers un sommet, souvent 3 ans et demi, ça, encore une fois, ça dépend des enfants et du type de San Filippo, et puis ils perdent les choses qu'ils faisaient bien. La maladie de San Filippo est une maladie de l'enfance, parce qu'elle ne leur laisse pas le temps de devenir grands. Elle emporte tout sur son passage. D'abord, elle laisse un peu l'enfant grandir. Elle laisse le monde s'émerveiller devant sa grâce, sa vivacité, sa candeur. Elle fait croire qu'elle n'existe pas, en se faisant passer pour d'autres. Hyperactivité, dyslexie, problème autistique.
Et puis, d'un coup, vers l'âge de la maternelle, elle vient tout détruire. Elle prend de plus en plus de place, envahit l'enfant en pleine croissance. Elle lui vole tour à tour sa mémoire, ses souvenirs, sa marche, sa parole, et puis sa vie. Lentement, elle enlève chaque chose. C'est une maladie grave, et c'est une maladie qui a abouti à un décès bien avant les autres enfants qui vont bien. Et le nombre de sujets qui peuvent marcher ou qui sont vivants après l'âge de 20-21 ans est pas beaucoup. Donc de toute façon, on parle de choses très graves et très tristes. It would be great if Daniel Pigg could be an advocate for the disease. As many people tell me, he's in a very good stand for his age with this illness. He's an example to them, and they hope their child would still be as good at this age. Mary. Yeah, it's Mary. Mary. Look at that. There's the drink. And although for us, of course, it's still tragic to see the decline, but he gives others hope. We've been married for 20 years, 21 years now. Daniel is our first son, and he's 20, and he has Sanfilippo type 3, MPS type 3A, which is Sanfilippo A. And Samuel is our second son, he's 17, and Anna is 9, our daughter. He was diagnosed at first at the age of 6 with hyperactivity, and then at 7 with dyslexia as well, and then dyscalculia and speech disorders as well. But he had a lot of diagnoses, a lot of tests. We didn't understand what was going on at all. But then at 9 I suddenly realised he was actually going backwards. The progress had slowed, and then he started going backwards at about 9. And so then I really started to get worried. And that's when we finally got some tests done in the hospital. On ne peut demander à une mère ou à un père de concevoir la fin de la vie de son enfant. C'est une chose impossible, intolérable. Pourtant, lors de l'annonce d'un diagnostic de maladie de Sanfilippo, c'est bien à cela que les médecins confrontent les parents. Les parents ne sont pas destinés à mettre au monde des enfants dont on leur annonce après 4 mois de naissance ou 5 mois que l'enfant va mourir, qu'il va souffrir, et pire encore, qu'il va apprendre et désapprendre. Est-ce qu'elle a eu une collation, tu sais? Non, elle en a pas eu? Je m'appelle Karen Ayash, je suis la maman d'une petite fille qui est née en janvier 2005 et qui, très rapidement, a fait l'objet d'un diagnostic de maladie de Sanfilippo de type A. Dans notre cas, à nous, par chance, si on peut dire, notre petite fille, donc une fois qu'elle est née, était suivie par un médecin qui avait eu, il y a longtemps, affaire à des enfants atteints de maladies métaboliques du type maladie lysosomale, lesquelles maladies se caractérisent par des signes assez particuliers pour qui les connaît. Et ce médecin, en observant Ornella dès le 1er mois après sa naissance, a identifié ce qu'on appelle une hépatomégalie et une splénomégalie, c'est-à-dire un débord du foie et un débord de la rate, associés à ce que les médecins ont coutume d'appeler une certaine hypotonie, une difficulté déjà même dans le 1er mois à avoir le tonus musculaire habituel chez un nourrisson. Cet enfant donc a été sous observation de la part de son médecin dès quasiment sa naissance. Dès le 4e mois, il nous a vivement encouragés à procéder à des examens approfondis dans un autre hôpital équipé pour faire ce que l'on appelle le diagnostic de ce type de maladie.
Et donc, nous, on a posé la question très franchement parce qu'on avait bien compris qu'on allait nous parler d'une maladie lysosomale, laquelle on l'ignorait. Le tableau de la maladie de Sanfilippo était vraiment extrême, c'est-à-dire encore pire que ce qu'on pouvait voir pour d'autres maladies lysosomales plus célèbres, on va dire, et plus célèbres parce qu'elles connaissent des traitements actuellement. Donc on a été extrêmement froid dans nos questions à l'égard de ce professeur en médecine. Les réponses ont parfois tardé à venir, mais on les a quand même eues. Et les réponses étaient que donc, cette maladie allait être extrêmement débilitante, extrêmement difficile à vivre pour l'enfant, pour les parents, et mortelle vraisemblablement entre l'âge de 10 et 20 ans. Avoir un enfant, c'est vivre dans l'espoir, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous laisse espérer. Un espoir de fou, de rebelle. Mais elle savait. Ça, c'est son premier jour, elle a marché. Ça, c'était son deuxième Noël, donc elle a... à Noël, elle a... septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois. Elle a 15 mois. Je me disais, voilà, un enfant chouette, c'est l'accomplissement d'une vie, la vie d'une femme. Et tout d'un coup, tout est chamboulé. C'est des projets de vie complètement différents, des projets professionnels, des projets de couple, des projets au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, de ses pertes, de ses acquis. Ça devient de plus en plus difficile de vivre, d'accepter cette évolution. Ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi on doit vivre une chose comme ça? C'est pas normal. Mon mari a 2 filles d'un premier mariage. Moi pas, c'était ma seule enfant. Donc je veux dire, j'ai pris le temps, j'ai pris sur moi de m'en occuper. J'ai bien fait parce que, puisqu'elle n'est plus là maintenant, mais oui, j'ai bien fait de la garder à la maison. Je m'appelle Jocelyne Gabriel, je suis la maman, j'étais la maman d'Aurélie qui est décédée au mois de mars de cette année 2011. Elle aurait dû avoir 15 ans là, mi-septembre. Elle avait une maladie de Sanfilippo de type B. Il y a eu un diagnostic à l'âge de 3 ans et demi. Elle a grandi plus ou moins normalement, tout en gardant son hyperactivité, en ayant des petits soucis de santé, mais des rhumes, des choses comme ça. Et puis gentiment... à partir de 7 ans, 8 ans, elle a commencé à perdre la parole, à perdre la propreté. Il fallait mettre des couches tous les jours. C'était assez... On voyait là qu'elle commençait à perdre certaines facultés. La marche qui est acquise normalement se perd, je vous l'ai dit, vers l'âge de 10 ans. Alors pas tout le monde à 10 ans, c'est pas pile-poil, il y a des écarts importants, les enfants sont différents. N'empêche que ceux qui marchent encore après 15-16 ans, c'est la vraie minorité. Il y en a, c'est la vraie minorité. Et puis, quand vous n'avez plus la marche, quand vous êtes couché, viennent vite les problèmes de déglutition, d'alimentation, de risques pulmonaires en hiver. Hein. Ça attrape les mêmes infections que nous, mais nous on tousse et eux ils toussent mal. Et c'est là où il y a une beaucoup plus grande fragilité. Combien de temps avons-nous pour agir? Alors là, on se tourne vers le corps médical qui répond aucun temps. Vous n'avez aucun temps. La maladie de Sanfilippo était vraiment une maladie maudite. Et le message qui nous a été absolument clairement transmis, c'est vous n'avez absolument rien à espérer pour cet enfant. Allez, moi je vais sauter. Là. Peut-être, dans 20 ans, peut-être dans 25 ans, des débuts de traitement verront le jour pour la maladie de Sanfilippo. Mais aujourd'hui,
n'y comptez même pas. C'est un coup rude, c'est un coup extrêmement rude. Le message a été absolument sans ambiguïté concernant les enfants nés jusqu'en 2005 et pour les 10 ou 15 ans qui allaient suivre. Je me suis dit, il faut que je m'en assure moi-même. Très clairement, à partir de mi-année 2006, mon leitmotiv, ça a été monter un programme de thérapie génique dans la maladie de Sanfilippo de type A. Les enfants de ce documentaire sont atteints de Sanfilippo A, B et C. Pour le médecin, on va dire que le A et B, c'est presque pareil. Ça a presque les mêmes signes, ça commence pratiquement au même âge et ça va évaluer pratiquement au même rythme. Tandis que le D, on ne sait pas très bien. Il y a si peu qu'on ne peut pas faire des généralités. Le C, on a l'impression, tant dans l'étude française que dans d'autres études, qu'il évolue un peu moins rapidement. Pas moins grave, hein, mais un peu moins rapidement. C'est qu'il y a un peu plus de temps à l'école, un petit peu plus de temps avant d'être vraiment très gêné pour la marche, etc. Mais ce n'est pas pour minimiser la gravité, c'est tout aussi grave. Alors si on va vers sa cause, c'est vraiment dans les cellules du cerveau qu'il y a un problème, dans le fonctionnement des cellules du cerveau, parce qu'il manque un enzyme, une réaction chimique, qui, parce que le gène de cette réaction chimique n'est pas là, ne se fait pas. Alors ça va être dans un petit organelle de la cellule, qu'on appelle le lysosome, qui est, si on veut, l'usine de retraitement de la cellule. C'est là que sont les poubelles, et c'est là qu'on les retraite pour les rendre utilisables à nouveau. Alors l'enzyme n'est pas là, il y a des produits qui vont s'accumuler, et ces produits vont abîmer la cellule et l'empêcher de fonctionner. C'est en général des maladies lysosomales. Par exemple, si on doit regarder les cellules sous le microscope, on verra des petites bulles qui sont apparemment remplies de rien, mais en fait remplies des produits qui se sont accumulés. Si on veut la guérir, il faut remettre l'enzyme. Sans cette enzyme, on ne peut rien faire. Alors certains enfants n'en ont pas du tout, certains enfants en ont un tout petit peu, mais de façon insuffisante. C'est pour ça qu'ils vont devenir malades. Devenir malade. Ses parents vivaient dans l'ignorance de la maladie de leur enfant. Car qui aurait pu deviner? Même s'ils étaient inquiets, légitimement, ils revenaient à la raison. Oui, mon enfant est impulsif, il a un caractère très vif. Mais toutes ces choses sont normales chez les enfants. Il changera avec le temps. Mais une fois sur 70 000 autres fois où la vie leur aurait donné raison, il ne change pas. Il y a eu quand même le point de départ, c'est-à-dire la naissance de Laura, qui fait que dès qu'elle est née, jamais on se serait imaginé que notre fille pouvait être atteinte d'une maladie orpheline. Tout s'est construit comme si c'était un enfant normal. C'est sur un prélèvement urinaire qu'on a détecté donc cette maladie de Saint-Pulame, cette maladie. Quand elle m'a dit le nom, ce nom barbare, je dis qu'est-ce que c'est ce truc? Mais elle me dit mais c'est une maladie génétique orpheline extrêmement grave. Enfin elle m'a dit grave, faut le dire. Alors là c'est voilà. Comme on savait qu'Éloane c'était son petit frère et que le comportement d'Éloane ressemblait étrangement à l'école avec celui de Laura, on s'est dit tiens, bon, de toute façon on aurait fait les tests aussi puisqu'ils étaient frères et sœurs. Et Éloane, dans le mois qui a suivi, on a su qu'Éloane avait la même maladie. Les familles voient alors leur vie basculer, les rêves s'effondrer. Ils doivent faire face, entendre l'inaudible et déposer les armes. Cette promesse de guérison que la science ne peut leur offrir les met à genoux. Mais l'enfant les regarde, il court, il rit, alors il se relève, parce que pour l'instant,
tout va bien. Et demain, on verra. Comment dire, c'était très compliqué de savoir parce qu'on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi lourd. C'est le choc, c'est des moments où on se met, on part en larmes, voilà, et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? On est toujours perdu, on est toujours tout seul et on a toujours ce sentiment d'être seul, d'être aidé par personne et c'est pour toujours, c'est obligatoire. Il faut traverser cette période-là. Je vous dis, ces sentiments d'abord de tristesse, c'est le contraire qui serait étonnant, mais de solitude est obligatoire. On ne peut que le traverser, et puis on le traverse. Hein. J'ai vu milliers de familles avec un courage extraordinaire. C'est quoi? Hein? Genre. Non, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a deux. Un champignon. Un champignon. Ça se mange, ça. Ce sont des rosés des prés. Papi. Allez, viens ma pépette. Après, Laura, c'est une petite fille donc très introvertie, contrairement à son petit frère, qui à l'âge de 4-5 ans bougeait beaucoup, qui était très très active, qui avait des comportements un peu d'impulsivité, d'hyperactivité, qui arrivait à faire quand même des choses, qui arrivait à jouer, mais de façon très entrecoupée. Il fallait qu'elle saute en gros du coq à l'âne. Un jour ils sont disponibles, ils savent, ils ont envie de compter ou envie de jouer à un jeu, faire un puzzle. Laura à l'époque faisait beaucoup de puzzles aussi, donc c'était un petit moment de calme. Bon, c'est vrai qu'il faut accepter le fait que, par exemple, maintenant, elle n'arrive plus à en faire, elle ne veut plus en faire, ça part vite à manger les pièces des puzzles ou à les jeter. Donc voilà, il faut trouver toujours d'autres façons de les occuper sans que tout le monde soit bien aussi et ait envie de jouer. Pour les familles, apprendre le diagnostic et ses implications est une grande souffrance. Mais c'est aussi la sortie d'un tunnel. Ils peuvent enfin mettre un nom sur des problèmes qu'ils remarquaient dans le comportement de leur enfant. C'est la fin d'une errance médicale. Le fait qu'on ait appris donc ce diagnostic, on est arrivé au bout d'une errance médicale. Bon, maintenant, on peut mettre en avant que c'est une maladie génétique et que forcément il y a tel et tel comportement. Et c'est plus facile pour expliquer aux gens, alors qu'avant d'avoir le diagnostic, ça passait plutôt pour un problème d'éducation. On n'avait pas forcément de réponse, on s'excusait et en fait il ne faut pas s'excuser. c'est la vie et c'est comme ça, on peut pas les changer. C'est vrai que j'ai pas mal culpabilisé aussi de me dire que moi je n'arrivais pas à gérer les deux enfants ensemble. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a eu le diagnostic de posé, d'un côté ça m'a quand même confortée dans le fait qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le comportement des enfants. Très souvent on m'a reproché, on m'a dit mais tu sais pas éduquer ton enfant, c'est ton enfant unique, tu lui laisses tout faire. Je dis mais j'arrive pas, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas, elle est hors du commun comme ça, c'est juste pas possible. Et finalement le médecin avait vu juste, mais elle avait à peine 3 ans. La maladie de Sanfilippo est vraisemblablement sous-diagnostiquée dans le monde, car elle est méconnue. De fait, il y a encore une grande incertitude dans le diagnostic. Il reste trop de médecins pédiatres qui en ignorent les symptômes. Il ne faut pas hésiter, quand ils ont un doute, les médecins, à poser le diagnostic tôt. Et c'est très important. Parce que ce qui joue là-dessus, c'est que, ce que j'expliquais au début tout à l'heure avec Laura, c'est que pendant 3-4 ans, nous en tant que parents, on a adopté un comportement de parents, d'enfants normal. Parce que pendant 2 ans, quand Laura faisait caca et pipi à la culotte, qu'on ne savait pas pourquoi. On pouvait dire ce qu'on voulait, et pourquoi? Parce qu'elle avait la maladie de Sanfilippo. Et ce qu'il y a, c'est que pendant 2 ou 3 ans, on ne savait pas. Donc après, il y a tout le comportement d'impulsivité qu'il a fallu gérer. Laura, on l'a grondé.
alors qu'on n'aurait peut-être pas grondé si on avait su. Le bisou. Le bisou. On a pris la maladie donc, pour Éloane plus tôt par rapport à son âge que Laura, donc du coup on a changé totalement de position vis-à-vis de ça. Oui, ça marche. Ça marche, c'est bon. T'es sûr? Il a la parole d'un enfant de 4 ans et demi, 5 ans, enfin le vocabulaire. Alors maintenant il a 7 ans, mais il parle. Et cette communication est hyper importante. Papa t'applaudit. Faut que j'applaudisse ça. Éloane, tu te souviens de lui là? Comment il s'appelle lui? Qui c'est qui était venu? Regarde, quand je retourne les pages. Comment il s'appelle lui? Michel Chevry. Oh là là, je me souviens de lui. Hein. Et de se sentir qu'il fait mal par exemple à un autre qu'il n'arrive pas à maîtriser. On peut lui faire comprendre, mais c'est une chose qu'il ne peut pas maîtriser. C'est assez compliqué à gérer, ça, oui. Oh, il est où? Aïe, il est où le fantôme? Regarde, il est où, allô? Hey, il est derrière, il est caché derrière le trampoline. Est-ce que Laura comprend les choses? Est-ce que Laura arrive à assimiler ce qu'on lui dit, même si elle n'arrive pas à faire? Parfois, elle arrive à réagir, mais de façon brutale, de façon impulsive. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle a peut-être compris quelque chose et voilà. Au moment où Aurélie s'est arrêtée de marcher, c'est beaucoup de choses qui ont changé. Et aussi dans sa façon à elle d'être une petite fille. Ça devenait une adolescente qui elle devenait de plus en plus lourde. Ça devenait de plus en plus compliqué là. C'était vraiment très compliqué. Il faut avoir un sacré physique, non seulement un mental d'acier parce que voilà, on a un enfant qui se dégrade, où il faut être bien quand même avec elle pour qu'elle soit bien. Et puis il faut être bien physiquement pour pouvoir soutenir physiquement cet enfant. C'est dur. Depuis l'âge de 7 ans où elle a commencé à perdre la propreté, il faut apprendre de nouveau à longer un enfant, hein, à faire ses gestes de nursing. Au moment où l'enfant n'arrive plus à marcher, il faut commander un fauteuil. Et puis au moment où on a un fauteuil, il faut aussi pouvoir se déplacer. Donc il fallait que ce fauteuil soit adapté pour des véhicules. Il a fallu commander un lift. Bon, ça prend beaucoup de temps. Entre-temps, il faut porter l'enfant, donc on s'use aussi. Hein. C'est beaucoup d'efforts très conséquents, très, très pénibles. Moi, je me suis projeté dans l'avenir très rapidement, en disant, parce que c'était l'époque où j'étais en train de construire en même temps une maison et la maison où nous vivons actuellement. Et il a fallu donc d'un coup repenser à l'intérieur de la maison. En fait, dans ce malheur, on va dire, on a recalculé un petit peu l'environnement où les enfants allaient vivre. C'est-à-dire on a fait des aménagements pour l'avenir, on va dire. C'est-à-dire un aménagement de la salle de bain. On a agrandi un petit peu les portes des accès à leur chambre. C'est une maladie grave, quoi. Donc il laisse à ses enfants une espérance de vie très courte et dont on a conscience évidemment, mais auquel il faut... On sait pourquoi on se bat. L'enfant atteint de Sanfilippo est souvent décrit comme hyperactif. Petit, il dort peu, court beaucoup, n'arrive pas à se concentrer longtemps, passe d'une activité à l'autre. Son comportement lié à la maladie force les parents à veiller sur lui à chaque instant.
C'est vrai que dans le quotidien, comme on a les deux qui sont atteints, il y a certaines choses que Laura peut encore faire et lui ont beaucoup plus, mais ils ont toujours besoin d'une surveillance très, très resserrée, on va dire. Il s'appelle Coco le petit. Les parents sont absorbés par la maladie de leur enfant. Elle prend la place et devient leur quotidien, leur combat, leur jour, leur nuit aussi. Elle se caractérise par une perturbation, une capacité de perturber la vie familiale qui est gigantesque. Donc l'enfant souffre certainement beaucoup, mais tout son entourage souffre également beaucoup, parce que c'est une maladie qui est totalement envahissante. Ce sont des enfants qui rapidement ne tiennent plus en place, qui, non pas parce qu'ils sont destructeurs ou agressifs comme on a pu le lire, je pense que c'est quelque chose de faux, mais parce que ce sont des enfants qui ont des troubles assez autistiques fondamentalement, expérimentent leur lien au monde extérieur par des gestes qui sont des gestes qui nous paraissent brutaux et dérangeants, et qu'ils sont de fait, mais qui sont les gestes qui sont à leur portée pour manifester leur présence, pour encore une fois créer du lien avec l'environnement. Donc ce sont des gestes où ils font du bruit, ils tapent, ils cassent, ils renversent. C'est donc extrêmement envahissant et c'est très perturbant. Donc pour l'enfant, c'est très perturbant pour la famille. Donc c'est une maladie qui est très grave. Parce que c'est des enfants qui vont se buter sur une chose. Et après, c'est vrai que c'est très fermé. Donc si on n'arrive pas à dévier la conversation, à trouver d'autres thèmes, ça devient vite obsessionnel pour eux. Dans l'ensemble, ils aiment quand même avoir des rituels assez marqués. C'est vrai que s'il y a une chose qui est différente, ça peut prendre des proportions... ça va créer une petite angoisse et qui fait qu'ils vont être plus ou moins insupportables. Moi, je pense qu'eux essayent de s'adapter à la vie et nous, on essaye à s'adapter à leur vie aussi. C'est un perpétuel... recommencement dans l'adaptation de chacun, quoi. Donc, At times he's able to follow instructions, but it's fairly limited, and we normally needs a physical impact afterwards in the sense of, oh, come, I take your hand and so on. A very regular thing is getting dressed, and when Danny was younger he could dress himself completely, but you have to do it step by step and repeat the routine every day so that he keeps the skill as much as possible. We do have to take him by the hand, for example, to go to the toilet, to put him to bed. The eyesight decreased, so if it starts becoming evening or late afternoon, we have to give him much more firm guidance, and this is a regular pattern now, and so on. If he has to have a shower, if he all this we have to do it physically. Nathanaël, oh. Non, chérie. Tu vas manger après. Tiens. En 2008, Joséphine avait 2 ans. Par rapport à maintenant, on se dit maintenant que c'était rien du tout, quoi. Elle a une chambre pleine de jouets, elle a une malle pleine de jeux, elle y va pas. C'est tout ce qui l'intéresse. Vous avez pu le voir, tout ce qui les intéresse, c'est la nourriture, aller dans les placards, prendre les objets, les beaux objets, les téléphones, les télécommandes. Les enfants, c'est bien connu, c'est vif. Ça joue, ça court, ça saute partout, et ça casse des choses parfois. Tous les enfants pourraient être décrits comme hyperactifs, par moments. Mais s'ils apprennent à s'intégrer au monde, à appréhender leur environnement, à se sociabiliser peu à peu, les enfants atteints de la maladie de Sanfilippo, quant à eux, n'y arrivent pas bien. Ils demeurent plutôt dans leur bulle,
incapables de modifier leur comportement malgré les remarques, les punitions, malgré les tentatives de les faire changer de comportement. Chez d'autres personnes ou on va chez des gens où il y a plein de bibelots, plein de trucs, on est obligé de les... On la tient tout le temps. On la tient. On lui a posé des limites quand même. Hein. C'est pas possible. Donc on vit avec, hein. On essaie de... On contourne un petit peu. Un exemple, Joséphine, elle monte sur la table de la cuisine. On lui a déjà dit 100 fois de ne pas monter, on l'a déjà puni, on l'a... C'est 2 heures après, il y retourne. Non, non, non. Un jour, on était dans un parc de jeux avec Laura. Tout en la surveillant, j'avais pas fait attention qu'elle avait voulu rentrer en contact avec une petite fille qui avait 2-3 ans, donc elle était toute petite. Et Laura, sa manière de communiquer à ce moment-là, c'était de donner des petites tapes. Et donc, elle avait donné 2 petites gifles à une petite fille qui l'a pris comme une agression. Donc, sa maman s'est un peu vexée de ça et est venue me voir en me disant que ma fille avait tapé sa fille et que ça faisait 2 fois. J'ai dû lui expliquer qu'effectivement, c'était pas méchant, c'était pas une agression, c'était plutôt une entrée en contact de Laura. Et la réaction de la maman m'a dit « mais ça se voit pas, je suis désolée, j'avais pas vu qu'elle avait un problème ». Cette mère n'avait pas vu la maladie de la petite Laura, parce que jusqu'à un certain âge, les symptômes sont discrets, mais ce sont des enfants qu'on peut reconnaître. Ce sont des maladies qui, pour certaines d'entre elles, se caractérisent par un faciès un petit peu particulier, pas nécessairement disgracieux d'ailleurs, mais ce sont des enfants qu'on peut reconnaître. Les symptômes physiques, c'était qu'il avait un gros ventre. Bon, sans savoir, on disait mais c'est pas normal qu'il ait un ventre comme ça. Parler de Laura aussi, c'est qu'elle avait les cheveux un peu hirsutants, un peu secs. Elle a un morphotype de la maladie Sanfilippo. Si on prend plusieurs enfants ayant la maladie Sanfilippo, on distinguera des traits communs à ces enfants au niveau des sourcils, du nez, de la petite bouille qu'ils ont. Bravo, pommes de terre. Tu veux manger pommes de terre. Les pommes de terre, Mimi. Il y a aussi les frères et sœurs, parfois profondément liés par plusieurs années de jeu et de complicité, avant que la maladie ne change la donne. Je pense que Nathanaël, il est quand même... malheureusement, je pense. Il subit un petit peu quand même. Oui. À 3 ans, on se dit c'est fou, enfin, ce petit bonhomme, il est surprenant. Donc c'est dur de faire la part des choses entre les 2 enfants. Pourquoi Joséphine, elle peut entre guillemets faire et lui il peut pas. Et ça c'est dur c'est presque plus dur à expliquer à Nathanaël qu'à Joséphine. Et alors Nathanaël il dit mais pourquoi moi j'ai pas le droit de monter sur la table? Donc on essaie de... Joséphine elle peut parce qu'elle a Sanfilippo. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on veut pas l'éduquer, mais c'est parce qu'elle comprend pas. Je me souviens quand Joséphine au mois de juin, c'était pas une bonne période pour elle. Et donc on rentrait du travail tous les deux et elle faisait une crise. Donc on était tous les deux autour de Joséphine. Et Nathanaël s'était installé sur la table de cuisine. Et puis je passe près de lui, il me dit « Maman, je suis là, tu m'as pas oublié ?» Donc là je me suis dit « Oh là là !» On essaie de faire attention, mais je pense qu'avec l'arrivée du bébé, il faudra faire très très attention à Nathanaël surtout. Parce que on a envie de le rendre autonome plus vite que prévu quelque part. On en demande peut-être un peu trop à Nathanaël. Ça nous paraît si facile avec lui que... How have the children reacted to Daniel? It's changed, of course, over the years, incredibly. And I think both of them now are at a very comfortable stage with him, in the sense that they can bring their friends and they don't mind. And I think they've both developed very great caring skills and a sense of
values in life, things that are more important than materialism and things. Come, out you come. Out you come. Out you come. Out you come. Daniel, look at me. I do help my brother, even if it is sometimes difficult for me, but I try to help so much I can. Well, like, if my parents are, if they don't have time to give Daniel attention, then I mostly, if I have time, then I'll go out and play with him. The relationship is very important between me and the brother and the whole family, even a bit also Anna. And, well, the affection too. I like to be outside if it's hot, of course, and as well my brothers are actually the most important for me, but more important than anything else, really. But there have been times in the past where it was very difficult. For example, Sammy is quite close in age to Daniel, and when they were younger and Daniel had regressed quite a bit, he found it difficult to bring friends home. That was about 6, 7-ish. Then my dad or my mum told it me, both of them. I was pretty sad in me, but yeah, I nearly started crying partly. The time schedule was a bit tight partly, and sometimes, because you had to go on the toilet mostly, and so. Sometimes in the evenings I try and work, and then he sometimes screams in the night, but that's partly normal for him. And my plan is to be later biologist. Better said entomologist, because I'm mostly interested in insects, and that's my plan for later, my future. Le chemin qui mène à des tests cliniques est long. Karen Ayash l'a fait. Dans le cadre d'un essai sur la thérapie génique, une voie qui semble prometteuse pour soigner les enfants atteints de Sanfilippo A. Un combat rempli d'espoir qui a débuté à la naissance de sa fille en 2005. Allez commencer par ça. Où peut-on trouver de l'information scientifique de qualité ayant trait aux recherches sur des maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement? Et on est arrivé dans l'univers des publications scientifiques où on a sorti une espèce de thésaurus, ou une espèce de corpus de toutes les données disponibles sur cette pathologie. Donc on était encore une fois en 2005. Je me suis focalisée sur ce que les chercheurs savaient, sur ce qu'ils avaient déjà démontré, sur ce qu'ils avaient déjà appris, sur ce qu'ils avaient déjà construit comme connaissance sur cette maladie-là, sur d'autres. Entre le moment où un article est écrit par un chercheur et le moment où on le voit, où il est publié dans une grande publication, il s'est passé du temps. On a déjà potentiellement 2 ans de retard sur les connaissances du chercheur et de son équipe à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aller rencontrer les équipes. On est dans un tout autre univers que l'univers du chercheur qui veut publier un article. Là, on est dans l'univers de la recherche visant à produire des données auditables, traçables, documentées à l'extrême pour que des autorités sanitaires puissent à un moment donné donner une autorisation de lancer ou pas un essai. Dans le but que leurs enfants puissent participer à des tests cliniques, les familles tentent de les maintenir dans le meilleur état possible. Mais les enfants, même s'ils vont relativement bien, ne correspondent pas toujours aux critères très sélectifs des tests cliniques. The problem is I feel that it takes so long, and this is a bit frustrating, that it seemed like 10 years ago there would be much more would be ready by now, and so we kept Daniel in good shape and good form, and it still isn't there. It's still not there, a treatment. What's your name? Yeah, say it properly. My name's Daniel. That's better.
Langer, répéter, rattraper, courir après, cajoler, veiller, surveiller, expliquer, rappeler, rappeler, rappeler. Chaque instant, toute la vie de l'enfant. Dame Nature ne nous lâche pas tout en même temps. Donc c'est aussi très difficile de se dire mais l'enfant grandit, évolue, va vers ce négatif. Mais quand est-ce qu'on va trouver une solution? C'est révoltant de ne pas trouver une solution, de voir son enfant se détruire et de ne pas trouver de solution. Alors, il y a toujours une rupture du temps, c'est-à-dire que les uns trouvent que ça ne va pas du tout assez vite. Votre idée, je la connais depuis 10 ans et c'est toujours pas fait. Et puis les autres qui disent il faut contrôler beaucoup de choses avant de pouvoir injecter un enfant avec un produit aussi grave. Donc c'est normal que ça aille pas vite. C'est frustrant, terriblement frustrant pour les familles, surtout pour la famille qui à la fin, à qui on dit à la fin que leur enfant est trop vieux. Alors ça fait 10 ans qu'ils suivent ça, tout ça je le sais. Mais l'innovation c'est pas facile. We also try to have maintained skills, but when he was younger, for example, I used to every day do picture cards with him to repeat the words. He likes saying funny rhymes, so we do that with him a lot all the time, making something funny with a rhyme, and then he'll repeat the words, so this helps him keep speaking a bit. Then for the physical, we always went horse riding every Saturday for many years, and swimming a lot, and now we have this machine to help him, a vibration plate to help his balance and all these things. And also make his hands work, make sure he's doing some work. He can still do up some buttons on his trousers, for example, but you have to repeat it, otherwise he forgets. Taking the time to maintain these abilities and so that he hopefully can still profit. So I think a lot of our life is focused around maintaining skills as much as possible. Elle essaye d'obtenir des informations sur cette maladie et puis c'est vraiment... Elle est un héros pour moi. Concerning the diet with these children, I think it's very important to have a healthy, good diet without additives or artificial stuff or colouring in it. I can't say for all San Filippo children, but some respond to the diet very better than others, it seems. But I've tried to eliminate the things that antagonise Daniel's system so that he gets worse. For example, he used to have a lot of diarrhea and problems with digestion when he was young. And by eliminating this bit, we had to take away all gluten and wheat products, as well as some other things, a lot of corn too irritates him. This stopped this. And I think, therefore, the disease can rest a bit, because it's not... you're losing the nutrients if you constantly have problems with digestion. So that makes sense that the body is not then benefiting from the nutrients, so the disease will go faster. We go for walks at times, don't we? But the other thing is that we just he just gives us a lot of pleasure and love, and is very affectionate, always has been, probably more than most other children, that we feel encouraged by his character and his strength and his ability to laugh. For people who haven't known Daniel very long, it's difficult. Yeah. They don't really... They think, oh, he's like this all the time, and he's always been like that. Yes. Oh, they have a handicapped child. But it's not, it's a progressive disease. And it's slightly different. It's not just, yes. On était dans le bureau du médecin, on entendait, puis on entrait dans le couloir. San Filippo, tu l'écris comment? Bon, d'accord. Elle en pouvait plus, en fait, elle faisait 41 kilos. Il y a une personne qui a dit chaque parent est un peu le médecin.
connaît son enfant, et c'est vrai. Puis on trouve auprès des parents, on trouve beaucoup plus de réponses malheureusement que des fois auprès de son médecin. Qui peut comprendre? Il faut vivre avec un enfant qui a cette pathologie pour le comprendre, sinon c'est pas possible. Pas rester seul. Parce qu'il y a des parents qui refusent de rencontrer d'autres. Quelqu'un qui se renferme, il doit se dire je suis tout seul dans mon monde. Faut s'ouvrir. Moi je pense que c'est ça, je conseille de dire il faut aller vers les assos et rencontrer d'autres parents comme eux en fait. Même si c'est pas facile parce que les diagnostics, ça dépend à quel âge le diagnostic tombe, mais si c'est un diagnostic qui tombe vers 18 mois, 24 mois, on a du mal à s'imaginer si on rencontre des enfants plus âgés, ça fait mal. Hein. Les familles vivant la même situation que moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont plus mes frères et sœurs, sont plus proches de moi encore que ma propre famille, parce que ils ont le même vécu, vraiment la même chose. On avait le même langage, on parlait la même chose, on avait les mêmes mots. Il a fallu donc essayer de connaître notre famille. On ne pouvait pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il avait fait lui chez les filles? Il avait chanté, hein? Il chante bien. On va finir de mes amours. Il chante aussi bien de mes amis. Depuis le diagnostic de ses 2 enfants, Guylain Higonnet se bat pour connaître d'autres familles en France dont les enfants sont atteints de la maladie de Sanfilippo de type C. Je peux vous dire qu'aujourd'hui en France, je connais que mes 2 enfants et que une fille qui a maintenant 24 ans. Mais moi j'aimerais connaître d'autres enfants Sanfilippo type C en France. Parce qu'on n'est pas nombreux et il est impératif pour nous de savoir qui ils sont, comment, de toute façon à ce que puisse nous apporter notre expérience et que eux, en fonction de leur, nous disent comment ils ont réagi par rapport à la maladie et par rapport au comportement des enfants, comment ils ont fait pour avancer avec l'handicap de leurs enfants. Les médecins ne peuvent pas nous donner les noms de ces familles. Il y a une chape de plomb qui est le secret médical qui fait qu'on ne peut pas savoir. Et ça, pour moi, c'est pas normal. À un moment donné, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir dire mais maintenant c'est... Même si on trouvait quelque chose, c'est trop tard pour l'enfant. C'est très difficile à accepter, à accepter ça. C'est très dur ça. Je suis parti du postulat que ils sont là, et il faut tout faire pour faire tout ce qu'on, avec nos moyens, tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de trouver une solution pour essayer de les guérir. En sachant que la solution, on ne sait pas si on l'aura, mais c'est l'espoir qui nous fait avancer, c'est l'espoir. L'espoir, on va aller chercher l'espoir, par contre, on va aller chercher cet espoir, on va aller la chercher très loin. On va chercher de l'espoir. Parce que ce qu'on fera pour nos gosses, ce que les chercheurs feront pour ces enfants, il ne faut pas se nier, serviront aussi pour d'autres maladies. De toute façon, ce sont nos enfants et puis on les aime comme ils sont et on fait tout pour essayer qu'ils aient le meilleur. Jour après jour, chaque famille continue son combat. Une course contre la montre pour oublier le destin tragique qui, faute de traitement curatif, attend leurs enfants. Il faut vivre maintenant, demain c'est un autre jour.